Enfin, nous avons le plaisir de recevoir Jean Sévilla. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Je crois qu'on ne pouvait pas choisir un meilleur jour pour vous inviter. Les habits neufs du terrorisme intellectuel, c'est aux éditions Perrin, avec la préface de l'excellent Mathieu Bock-Côté. Vous dites que sur le terrorisme intellectuel, la situation s'est radicalisée, qu'il faut faire taire ces contradicteurs à tout prix, que c'est une entreprise d'intimidation, le terrorisme intellectuel qui cherche la dissimulation. Son but est d'empêcher de dire ce que l'on voit. Comment ne pas vous donner raison à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui? Je pense d'abord, et vous me permettrez ce premier cette pensée pour nos amis de C8 qui vont voir la chaîne fermée. On va juste écouter ce que dit Laurent Wauquiez, qui soutient C8. Ils ne sont pas très nombreux à soutenir cette chaîne. LR, je crois que c'est le seul. Voilà, et puis après, je vous passe la parole, Jean Sévilla, sur ce terrorisme intellectuel. On écoute Laurent Wauquiez. C8, c'est fini. Je vais vous expliquer pourquoi ça me choque et pourquoi est-ce qu'on doit réagir. C8, c'est une chaîne de la TNT, c'est la plus regardée. Vous êtes 40 millions chaque mois. C'est une chaîne populaire, appréciée des Français, qui émet depuis 20 ans. La fermeture de C8, elle est due à l'Arcom. Une autorité administrative obscure, comme il y en a beaucoup trop dans notre pays, vous savez que je combats ça, et qui s'est arrogé un droit de vie ou de mort sur cette chaîne. On m'enlèvera pas de la tête que cette décision de fermeture de C8, elle est due à une seule chose, c'est que ça appartient à un groupe médiatique qui ne convient pas à certains et qui ne pense pas comme il faudrait. Alors on peut ne pas aimer CNews, on peut ne pas aimer C8, mais dans ce cas-là, c'est simple, vous changez de chaîne. En revanche, fermer, avec cette censure insidieuse, ça c'est inacceptable. Et je parle même pas des 400 salariés de la chaîne, sans compter ceux d'Énergie 12. Donc il faut réagir. Il faut se faire entendre. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est une conception aussi de la démocratie et de la liberté d'expression. Donc réagissez, mettez des commentaires relayés, mais ne laissons pas faire comme ça, en silence, passivement, une décision qui est lourde de conséquences. Voilà pour le soutien de Laurent Wauquiez, évidemment. Est-ce que, Jean Sévilla, ce à quoi on assiste, c'est vraiment la démonstration de ce que vous dites dans votre livre? Oui, il y a une radicalisation du système du terrorisme intellectuel. Je rappelle que moi, j'ai défini ça comme un système qui consiste à éviter le débat sur les sujets qui engagent l'avenir de la société en délégitimant son adversaire. On traite son adversaire de fasciste, de réactionnaire, d'extrême droite, etc. On va aligner 50 qualificatifs infamants. Et donc, dès lors qu'il est illégitime, il n'a plus le droit à la parole, on lui interdit de s'exprimer dans le débat public. C'est une façon de tuer le débat, une façon de tuer son adversaire moralement. Il y a le sang ne coule pas, mais enfin, c'est psychologique. Voilà. Et donc, faire taire C8, en effet, c'est une forme de terrorisme intellectuel, parce que c'est interdire une chaîne populaire où on entend des propos qui ne sont Première chaîne de la TNT, absolument. Et vous dites ceux qui pratiquent ces méthodes le font avec bonne conscience, car ils sont persuadés de représenter le camp du bien face au camp du mal. Mais c'est exactement ça. Oui, le camp du bien, c'est une expression de Philippe Muret. Voilà. Donc, ces gens ont bonne conscience, en effet. C'est la grande conscience, les bonnes consciences. Voilà. Donc, progressistes, et c'est persuadé de servir le progrès, l'avenir. Et en réalité, tout ça, à chaque fois, ça a été dit dans votre émission auparavant, contre l'avis de l'opinion à 70%, qui pensent qu'il y a trop d'immigrés, qui pensent que l'immigration n'est pas contrôlée, qui pensent qu'il y a d'insécurité qui n'est pas contrôlée. Mais à chaque fois, les élites, entre guillemets, pensent le contraire et imposent des lois, des mesures et font taire leurs adversaires quand ils le peuvent. Évidemment. Gauthier Lebret. Jean Sévilla, quand vous voyez que dans la même journée, hasard du calendrier, l'un des plus proches du président de la République est nommé à la tête du Conseil constitutionnel pour les 9 années qui viennent, et une décision du Conseil d'État, où des nominations sont aussi faites au sommet de l'État, confirme la fermeture de 2 chaînes. Est-ce que vous vous dites, si c'était dans un autre pays, on parlerait de dérive autoritaire ? Bah oui, il y a quelque chose qui tient de la Corée du Nord ou de l'Albanie, d'Inverodja, de ma jeunesse. Voilà. Donc ce sont des systèmes, c'est un totalitarisme doux, non sanglant, mais pas les gens en prison. Mais dès lors qu'on leur ôte le droit à la parole, ils deviennent des citoyens de seconde zone. Et donc c'est un système dictatorial. Absolument. Un système dictatorial, ah oui. Oui, j'emploie ce système. Oui, le mot ne me fait pas peur. Oui. Geoffroy Lejeune. Moi, c'est un livre qui a été très important pour moi, je vous l'ai déjà dit, mais parce que la première version est sortie en 2000, là c'est la 25 ans après, donc les habits neufs du terrorisme intellectuel, il m'a beaucoup formé, et quand je l'avais lu à l'époque, je m'étais dit mais c'est invraisemblable ce qu'il est en train de raconter. Je connaissais très mal le milieu médiatique, aujourd'hui je connais un peu mieux, et je reconnais... Ah bon? Non mais je reconnais, enfin je suis toujours aussi d'accord avec cette thèse. En revanche, je me pose une question, est-ce que vous pensez que ce terrorisme intellectuel, aujourd'hui on voit avec des apparitions comme Trump qui s'en est complètement affranchi aux États-Unis par exemple, ou d'autres dirigeants, même parfois européens, qui ont réussi à le transgresser et à gagner. Est-ce que vous pensez qu'il est proche de craquer, ou au contraire qu'il se renforce au fur et à mesure? Parce qu'en 2025, c'est pire qu'en 2000 en réalité.
En France, je trouve que c'est pire. Voilà, il y a des pays étrangers où il y a des dirigeants politiques qui ont le courage de briser le mur des interdits, mais chez nous, ça me paraît très, très, très bloqué. Voilà, puis il y a une peur généralisée. On a une droite qui a souvent intériorisé les interdits qui ont été posés par la gauche, qui sont des interdits fictifs, fondés sur des amalgames. Et donc, je suis un peu préoccupé sur l'avenir. Là, peut-être on aura demain un homme politique qui osera, ou une femme politique qui osera taper sur la table, mais pour l'instant, on est un peu inquiet. Voilà. On a l'impression que le collet se resserre autour du lapin. Ce que vous dites, Jean Sévillia, c'est qu'il y a une hégémonie de la gauche qui, depuis les années 50, chantait d'abord les louanges du régime de Staline, puis de Castro, puis de Mao, mais qui est toujours aussi puissante aujourd'hui. Toujours aussi puissante. En dépit des apparences. Enfin, alors c'est évident que depuis par rapport à la première édition de mon livre, il y a des nouveautés qui sont par exemple cette maison. C'est évident que le paysage médiatique s'est Dieu merci diversifié, que la pensée de droite, conservatrice, peu importe l'étiquette, trouve des lieux d'expression qu'elle n'avait pas auparavant. Mais enfin, dans les profondeurs de la société française, toutes les institutions par lesquelles passe le débat d'idées, qui forment les esprits de citoyens, l'éducation nationale est à gauche, les grandes institutions culturelles sont à gauche, le milieu médiatique est à gauche, etc. Donc à chaque fois, dans la réalité des faits, la gauche est encore dominante dans ce domaine-là. Catherine Ney, est-ce que ça vous évoque quelque chose, ce livre, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, c'était ce terrorisme intellectuel? Mais on le subit depuis longtemps. C'est vrai que pendant un temps, les gens de droite étaient pusillanimes et mal à l'aise parce qu'ils rencontraient des gens de gauche qui avaient oui, c'était le bien contre le mal. Ça, je l'ai tout à fait senti et vécu quand Mitterrand est arrivé, où il y avait comme ça vraiment une fierté d'être soi, où on vous regardait avec condescendance quand vous n'aviez pas la même... Oui, quand vous n'aviez pas la même idée qu'eux. Et moi, je pense qu'ils ont fait que la gauche a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal économiquement. Je veux dire qu'on en est encore à la retraite à 60 ans aujourd'hui, après Mitterrand, qu'à cause de la dissolution de Chirac, on a fait les 35 heures, qui a quand même cassé l'industrie française. On cherche qu'est-ce qui ne va pas en France. On est les seuls à avoir fait. C'était si bien, un pays nous aurait imité. Et là, avec une espèce de sûreté de soi, de faire le bien. Et d'ailleurs, personne ne leur demandait ça. Et donc, moi, je trouve que le bilan de la gauche est très lourd. Mais malgré ça, il y a toujours une préférence... comme ça, un esprit de préférence pour la gauche, comme si la morale était de leur côté. Oui. Une question pour Jean Sévillia, une nouvelle question. Aujourd'hui, on ferme 2 chaînes de télévision, dont la première chaîne de la TNT, 40 millions de téléspectateurs tous les mois, le premier talk-show de France. Demain, le 31 mars prochain, on va peut-être empêcher la favorite de l'élection présidentielle à être candidate. Est-ce que vous pensez que dans le pays, ça peut créer un ressentiment énorme qui, pourquoi pas, pourrait déboucher sur ce qu'on a connu au moment des Gilets jaunes ? Ça, c'est bien possible, oui, ça paraît assez probable. Enfin, je veux dire, on met le couvercle de la cocotte minute, on serre, mais en réalité, il y a un moment où la cocotte minute explose. Voilà, on l'a vu. Notre société est extrêmement fragile. Moi, je la trouve. On danse en permanence au bord du volcan, sur le volcan. Et donc, une explosion sociale provoquée par une accumulation de mécontentement, parce que la France périphérique, selon l'expression de Guy Lui, se sent pas représentée. Et je veux dire, si on lui interdit même l'expression politique, eh bien, il y a un moment où les gens ils vont se fâcher très fort. Édouard Tétrault. Non, je vais juste apporter un regard un peu de l'étranger, parce qu'en fait, ce terrorisme intellectuel, il a été très prégnant dans les sociétés anglo-saxonnes notamment, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, dans les pays d'Europe du Nord, en Allemagne aussi. Et quand même, c'est pour ça que le discours de J.D. Vance là, à Munich a eu une telle réverbération, c'est que là, les digues sautent. Il y a quelque chose, et ce n'est probablement pas un hasard si elles sautent toutes les unes après les autres. Et au même moment. Et voilà. Un espèce d'effet domino. Oui, et vous voyez, vous avez raison, Édouard. Je travaille beaucoup avec les États-Unis, il y a 1 an et demi. Si vous n'étiez pas, si vous vendiez un produit, un service, et que vous n'affichiez pas tous les credentials woke, vous sortiez du marché.
Là, aujourd'hui, terminé. c'est l'inverse. Si vous avez une trace d'excès, de discours, de diversité, d'inclusion, etc. Donc, il y a voilà, une c'est quand même encourageant. J'ai l'impression qu'on a une vague qui... On écoute juste J.D. Vance, exactement sur ce que vous évoquiez, Édouard Tétrault, et je vous passe la parole, Jean Sévillia. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection. Voilà pour ce que dit le vice-président américain Jean Sévillia. C'est exactement ce que vous dites aussi, en réalité. Oui, le vice-président américain est certain qu'il est intéressant parce que c'est un briseur de tabou. Voilà. J'ai entendu, je crois que c'était aujourd'hui, dire que la première grande puissance nucléaire islamiste serait peut-être la Grande-Bretagne. Voilà, donc, Grande-Bretagne. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire. Ouais. C'est vrai que là, il repousse les limites chaque jour. Gauthier. Et sur la vague dont on parlait, on voit quand même en Europe une vague nationaliste, patriote, on l'appelle comme on veut, mais même avec dernièrement le Premier ministre belge qui est devenu, malgré un cordon sanitaire dans les médias francophones, ils se sont pris un Premier ministre nationaliste qui était même indépendantiste et qui voulait la séparation de la Flandre. Alors il a arrêté avec ses velléités indépendantistes pour pouvoir devenir Premier ministre belge, mais on voit bien, Jean Sévillia, cette vague nationaliste après l'Italie, l'Allemagne peut-être effectivement en fin de semaine, la Suède aussi cette vague a gagné du terrain. Peut-être demain la France, c'est ça la question. S'il y a un déclic politique, oui. Et comme les élites sont aussi versatiles et peuvent voir aussi leurs intérêts, il y a tout un tas de gens qui pourront virer du jour au lendemain d'opinion sur un certain sujet et on s'amusera. Geoffroy Lejeune. Non mais moi, en vous écoutant, je finis par me demander s'il n'y a pas une maladie française justement qui est de résister beaucoup mieux que tous les autres parce que pays peut-être complexé touché par un complexe de supériorité, d'une forme de raffinement, etc., qui nous conduit à penser que tout est plus compliqué. Quand on parlait tout à l'heure du Conseil constitutionnel, quand on voit la complexité du système qu'on a édifié et qui permet aujourd'hui de museler, d'empêcher que 75% des Français soient écoutés sur un sujet qui pourtant paraît simple, moi je trouve qu'il y a je connais aucun pays au monde. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a aucun pays au monde où vous pouvez épouser quelqu'un si vous êtes clandestin. En tout cas, ils sont très peu nombreux. Nous, aux États-Unis, c'est sûr que non. Oui, nous, on ne peut pas empêcher un clandestin maintenant de. On traduit même le maire en justice. Exactement. Pour toutes ces raisons-là, je me demande s'il n'y a pas une exception française, qui est une triste exception française en réalité, qui fait qu'on résistera. Peut-être que ça ne basculera jamais. Nous sommes aussi victimes de cette idéologie qui a dominé les années 80-90, qui est le droit de l'homme, c'est-à-dire qu'on part de tout individu à des droits, d'abord des droits, n'a plus de devoirs. Ça, c'est merveilleux. C'est parti de là. En réalité, c'est une dissociation de la société qui se produit à partir de là. Parce que dès qu'il n'y a plus d'obligations, si chacun construit son propre système de valeurs, sa propre façon de vivre... Et c'est réversible, ce phénomène-là, ou pas ? Dans l'histoire de France, on a vu des grands renversements, mais à chaque fois, ça s'appuyait sur le politique. Il faut un renversement au sommet. Voilà. Et oui, des moments aussi d'éruption de colère, malheureusement. Oui, ça bien sûr. Oui, on a vu, on a tapé de révolutions au pluriel et parfois même de guerre civile. Catherine Ney, je vois que vous acquiescez effectivement à ce que dit Jean Sévillia. On est un pays qui vit des éruptions régulières. Oui, mais des éruptions, après, elles retombent et rien ne bouge souvent. Alors... Donc, voilà, il y a les gilets jaunes, il y a depuis mai 68, il y a chaque fois où les étudiants, tout va changer, puis les choses se calment, et puis le train-train repart, et Eh bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Jean Sévillia, d'être venu dans notre émission Les habits neufs du terrorisme intellectuel. Préface de Mathieu Bock-Côté, que l'on va retrouver dans un instant aux côtés de Christine Kelly sur CNews. Merci, c'est aux éditions Perrin. Merci, cher Édouard Tétrault. Donc, dans le JD News, aujourd'hui en kiosque, on est mercredi, c'est ça ? C'est ça. Et sur CNews et sur Europe 1. Gauthier Lebret, 21h, rendez-vous avec vous. Et Catherine Ney, on se retrouve demain, on parlera aussi de politique. Dans un instant, Stéphanie Demereux sur Europe 1 et Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.